C'est la reprise. J'espère que vous avez apprécié ce petit instant gastronomique. J'ai cru comprendre que c'était très bon. Écoutez, ceux qui sont venus en plénière, je vous fais un tout petit résumé. Vous vous souvenez, cet atelier s'appelait 2 tonnes. Je vous le fais très très court pour éveiller votre curiosité. En moyenne, un Français consomme l'équivalent de 10 tonnes de CO2 dans une année. Notre objectif à 2050, c'est 2 tonnes. Donc la marche est très très grande. Si vous voulez vous renseigner pour savoir quels sont les bons leviers individuellement, sociétalement et du niveau entreprise, n'hésitez pas à associer ou inviter cette association. C'est vraiment un très très bel exercice à faire. Donc voilà, à retenir, 2 tonnes aujourd'hui, c'est votre objectif à horizon 2050. Alors on reprend dans un registre complètement différent. Vous savez que ceux qui sont habitués à venir dans notre colloque, nous avons l'habitude d'inviter des personnalités dans des sphères qui sont autres que les sciences, que la technique et la technologie qui nous réunissent dans le cercle. On a eu des personnes qui venaient de l'armée, des personnes qui venaient de la police, qui venaient du monde de la cuisine, du sport, du cinéma. Eh bien aujourd'hui, on est plutôt dans une sphère de journalisme, car j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Sarah Doraghi, qui est franco-iranienne, journaliste et auteure, et elle sera interviewée par Laure Hervé. Bienvenue chez nous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc Sarah, tu es journaliste, tu es écrivaine, tu es humoriste, mais surtout et avant tout, tu es franco-iranienne. En 2018, tu as été lauréate du prix de la laïcité au nom de toutes les femmes iraniennes. Je suis très heureuse aujourd'hui de te recevoir au nom du Cercle Interel pour parler de la situation des femmes en Iran. Parler aujourd'hui des femmes en Iran, c'est parler de toutes les femmes et particulièrement des femmes en quête de liberté. Parce que vous savez tous que la situation que vivent les femmes en Iran et la révolte qui s'en est suivie a été pour la première fois dans l'histoire du monde, je pense, un mouvement qui s'est déclenché suite à un mouvement féministe. Et là, c'est bien la force de ce mouvement. Et je rappelle que tout ça a démarré le 16 septembre dernier, à la mort de Mahsa Amini, qui, pour avoir porté une tenue inappropriée du point de vue du régime iranien, est décédée dans des circonstances étranges, 3 jours après le début de sa garde à vue. Dernièrement, j'ai vu un reportage sur TF1 qui laissait paraître que la situation s'améliorait en Iran, que la police des mœurs avait disparu des rues et que les femmes avaient, semble-t-il, retrouvé un semblant de liberté. Est-ce que c'est une vision que tu partages ? Et surtout, qu'est-ce que tu peux nous dire du courage de ces femmes et peut-être au regard du sujet de cette journée, comment la mixité est impliquée dans cette révolte ? Merci. Alors, d'abord, je pense que le résumé de TF1, j'ai l'impression de regarder Choupi à la télé. C'est quand même extraordinaire. Tout va bien. Ça y est, les femmes sont libres. Il n'y a plus d'attaque. Tout le monde est rentré à la maison et heureux surtout. C'est ça. Eh bien, pas du tout, malheureusement. C'est vrai que cette révolution, cette nouvelle révolution a commencé suite à la mort de la jeune Mahsa Amini, initiée par les femmes. C'est une première dans l'histoire du monde, mais cette fois rejointe par les hommes. Et ça, c'est cette mixité que le régime islamique déteste tellement, a passé 44 ans à monter les femmes contre les hommes, à nous faire penser que les femmes étaient les ennemis de l'homme et vice-versa. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et ce qui a été extraordinaire et tragique, c'est de voir que sous les coups, sous les viols, sous les balles, ces jeunes, ces femmes et ces hommes ont continué à manifester chaque jour. Et il faut vraiment
pour essayer de vous expliquer, en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que franco-iranienne, si je pense avec mon cerveau de française, ça dépasse l'entendement. Et en fait, quand ça dépasse l'entendement, on se dit c'est trop de violence, c'est trop de barbarie, ce n'est donc pas quelque chose qui nous touche. Pour vous expliquer de quoi ils sont capables et à quoi ces jeunes sont en train de faire face aujourd'hui, c'est que tout est interdit. S'embrasser est interdit, faire du sport dans la rue, aller faire du vélo est interdit, faire de la moto est interdit, sortir main dans la main, c'est interdit. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de club, il n'y a pas d'endroit. S'amuser est interdit. Vous voyez, penser, réfléchir est interdit. Être intellectuel, c'est interdit. Donc, tous ces gens-là, les intellectuels, les philosophes, les grands penseurs, ils sont tous en prison. Les activistes, ceux qui osent prononcer le mot liberté, se retrouvent aujourd'hui en prison. Le viol est une première étape. C'est le moindre mal qu'ils peuvent apporter à ces gens-là. Ce sont véritablement les plus grandes barbares du monde aujourd'hui qui ont pris en otage le peuple iranien. Ce qui se passe aujourd'hui est formidable parce que dans cette tragédie, il y a une telle poésie, il y a un tel amour des Iraniens les uns pour les autres et pour la communication avec le reste du monde qui est vraiment extrêmement émouvante. Vous savez, à un moment, on a parlé de mais oui, mais comment on peut, nous, en tant que Français ou en tant que citoyens, en tant qu'artistes, réalisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Comment ça peut aider les jeunes dans la rue en Iran? Vous vous rappelez sans doute ces actrices qui se sont coupées une mèche de cheveux et certains ont rigolé en disant mais alors vraiment vous êtes ridicules, vous vous coupez une mèche de cheveux alors qu'il y en a qui sont en train de mourir à Téhéran ou à Shiraz ou à Ispahan. Je peux vous dire que ce simple geste, ce symbole qui a été tweeté, partagé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui est arrivé évidemment en Iran, a apporté une telle force aux Iraniennes et aux Iraniens qui se battent dans la rue en disant mais regardez, nous ne sommes pas seuls, notre voix est entendue, notre cause est portée par d'autres gens et donc nous pouvons continuer à aller nous battre puisque nous nous sentons épaulés. Donc il n'y a pas de petits gestes, il n'y a aucun petit geste, même pas de petit geste de courage. Je le disais alors, vous savez, ça n'a l'air de rien, mais nous sommes les femmes iraniennes courageuses depuis 44 ans. Ce n'est pas un courage qui vient de naître depuis le 16 septembre. Nous sommes obligés d'être courageuses et nous aurions adoré ne pas l'être, puisque le courage, c'est quand on est obligé, quand on est face à la barbarie et quand on est obligé de se battre. Les femmes iraniennes sont courageuses depuis 44 ans et chaque micro-petit détail qui n'a l'air de rien demande un courage insensé en Iran. Je prends l'exemple du voile en Iran. Le fait de mettre un foulard de couleur est un combat, est une preuve de courage. On risque sa vie pour ça. Avoir 3 cheveux qui dépassent est une preuve de courage. On risque sa vie pour ça. Et donc, millimètre par millimètre, ces femmes-là ont réussi à baisser de plus en plus le foulard, à ce qu'il soit plus détendu, à ce qu'il soit plus coloré, jusqu'à ce qu'il tombe à peu près sur les épaules. Même avant la révolution, vous voyez des femmes iraniennes, c'est un miracle que le foulard tienne encore, tellement elles avaient trouvé la façon de faire tenir le foulard le plus bas possible pour avoir la chevelure à l'extérieur. Ce régime islamique est un régime barbare, c'est un régime de terroristes, c'est un régime qui essaye d'effacer la figure féminine. Et ils sont très fiers de se réunir régulièrement et d'expliquer aux hommes que les femmes sont comme les animaux, elles sont là pour vous nourrir et pour vous satisfaire sexuellement. Voilà à qui nous avons affaire. Donc, quand j'entends des gouvernements, les grands, ce qu'on appelle voilà, les grands décideurs, les officiels, parler de doutes, de oui, mais en même temps, ce sont peut-être les Iraniens qui ont choisi, qui ont voté. On pouvait peut-être se reposer sur ces excuses-là avant cette révolution-là, parce qu'avant cette révolution-là, les images
qui arrivaient aux télévisions françaises étaient les images de la télévision d'État. Donc les images où les femmes en tchador sont en train de marcher sur le drapeau américain, à brûler le drapeau américain, et c'est tout ce qu'on voyait. Et l'opinion publique se satisfaisait assez facilement de ces images-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous disiez la technologie, on est en plein dedans. Les réseaux sociaux ont joué le meilleur rôle de leur vie dans cette révolution. Grâce aux réseaux sociaux, le monde entier a pu voir ce qui se passait effectivement et concrètement dans les rues en Iran. À quoi faisaient face ces jeunes hommes, ces jeunes femmes en Iran. Donc, plus personne ne peut dire « Ah, mais je ne savais pas, nous avons pris telle décision, mais nous ne savions pas ». À partir de maintenant, un gouvernement, un ministre, une entreprise, quelle que soit la position qu'on occupe à partir du moment où on est un tout petit peu décideur, on fait et on prend des actes et des décisions qui vous impliquent. C'est en connaissance de cause. Donc, il est temps aujourd'hui de se mettre du bon côté de l'histoire. Et souvent, on entend dire, oui, mais vous savez, les gens qui aiment bien faire des petits résumés, qui disent, vous savez, bon, il y a aussi l'économie, hein, c'est quand même pas aussi simple. C'est très simple. Tous les gens qui disent « oui, mais on a des doutes »,« oui, mais c'est pas si simple que ça »,« c'est beaucoup plus compliqué que vous n'imaginez », c'est beaucoup plus simple que ça. C'est très simple. Je prenais l'exemple avec Laure tout à l'heure, je disais c'est comme une famille, imaginez ce qui se passe en Iran, vous imaginez une famille quelque part hein, dans le monde, il y a une famille qui a été prise en otage par un serial killer, voilà, un tueur en série qui a pris en otage une famille. Si vous ne pouvez pas intervenir pour libérer la famille, ce que cette famille est en train de demander en disant ne leur envoyez pas des fouets, des armes, des cartouches, des balles, arrêtez d'aider le tueur en série. Si vous ne pouvez pas nous libérer, au moins ne les aidez pas. Voilà le message que les Iraniennes et les Iraniens sont en train d'envoyer au monde entier, en disant on comprend que tout le monde ne puisse pas prendre au risque de sa vie, au péril de sa vie, envoyer une armée, mais si vous ne nous aidez pas, au moins ne les aidez pas. Voilà ce que les Iraniens disent. Ensuite, en ce qui concerne les entreprises, vous savez, on dit toujours, oui, mais vous savez, les affaires, le business, l'entreprise, l'économie, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est très facile, c'est de comprendre que ce que les entreprises ont aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de commerce, alors que l'Iran est censé être sous sanction, donc il devrait y avoir aucun commerce. Bien sûr qu'il y a commerce avec l'Iran, bien sûr que ces lois des sanctions sont contournées. Et donc l'idée, c'est quand même de dire à toutes les entreprises et à tous les gouvernements, si vous pensez que vous êtes en train de faire le plus gros business de tous les temps avec les terroristes, sachez que ça représente ça. Parce que demain, si l'Iran devient une démocratie, qu'il n'y a plus de sanctions, ça fait tellement longtemps que l'Iran est sous sanctions, nous n'avons rien, nous n'avons aucune infrastructure, nous n'avons pas de carte Visa, nous n'avons pas d'hôtel, tout est à faire. Et l'Iran, c'est 3 fois et demi la France. Donc vous imaginez le nombre d'entreprises qui vont pouvoir faire affaire avec un pays qui sera un pays libre, qui sera un pays démocratique et qui sera enfin un pays ouvert. Et si vous pensez qu'il y a une différence entre les Iraniens et les Français, les Iraniennes et les Françaises, je peux vous assurer qu'il y a 44 ans, quand je vous regarde comme ça, et quand je regarde les images, les photos de mes parents, de nous plus jeunes en Iran, nous étions comme vous. Et nous aussi, en tant que Perses, berceau de la civilisation, nous pensions que jamais ça pouvait nous arriver quelque chose comme ça. Jamais il pourrait y avoir des barbares qui viendraient prendre en otage un peuple avec une telle culture et une telle civilisation. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en tant que franco-iranienne, j'ai une double blessure. Parce que je vois ce qui se passe en Iran et j'en souffre terriblement. Parce que je voudrais secouer tout mon entourage et tous les gens à qui je parle pour dire attention, ce qui est en train de se passer en Iran, demain peut se passer ici. Nous aussi, on croyait que ça ne pouvait pas nous atteindre. Et l'Iran, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas un pays en retard avec des sauvages qui sont loin. On a 5000 ans d'histoire. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est en avance sur votre temps. C'est-à-dire que nous, on arrive en fin de cycle de l'islamisme, de l'islam politique. Donc, il faut faire très attention, et ça n'a rien à voir avec les musulmans. Je suis née dans un pays musulman, ma grand-mère était musulmane, et elle nous a élevés
en tant que déiste. Voilà, il y a un Dieu, et à partir du moment où tu ne fais pas de mal et que tu essayes de faire le bien le plus possible, tu peux boire du vin, manger du porc, il n'y a aucun problème. Voilà comment on a grandi. Et je pense que c'est la bonne solution. Mais ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et je pense que les premiers islamophobes sont les islamistes. Ce ne sont pas les catholiques, ce ne sont pas les juifs, ce n'est pas une espèce d'ennemi flou, ce sont les islamistes. Donc il faut bien faire attention à ceux qui viennent vous tenir des discours soi-disant, attention, faites attention à l'islamophobie, si vous dites ça, vous êtes si vous soutenez le peuple iranien, vous êtes contre l'islam. C'est faux. Dans ces Iraniens qui se battent, la majorité d'entre eux sont musulmans. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. C'est l'islam politique, c'est les islamistes, ce sont des terroristes. Quand le viol punitif est autorisé, c'est quand même un concept. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était très important pour moi d'avoir la chance d'être en face de vous, de voir aussi, et je disais à quel point je considérais comme une chance que vous m'invitiez et que je puisse vous parler de ce qui se passe en Iran, concrètement de la situation, concrètement de ce que veut dire le terme barbarie, et enfin le mot courage, qui, je dois dire, a été upgradé depuis le 16 septembre par les femmes iraniennes, parce que moi, je me suis réveillée pendant 15 ans pour Télématin à 6h du matin, et les gens disaient « Oh, tu te réveilles à quelle heure? Oh là là, quel courage !» C'est fini, c'est pas possible d'utiliser ce terme. Donc maintenant, en fait, quand on parle de courage, moi, je pense à cette fille qui a été libérée de prison il y a 2 semaines, après 4 ans de prison, simplement parce qu'elle a osé prononcer le mot liberté, parce qu'elle voulait se battre pour la liberté. Au bout de 4 ans, elle est sortie de prison, c'est filmé. Elle est sortie au bout de 4 ans de prison, elle enlève son foulard et elle dit au guide suprême du peuple, Khomeini, tant que tu ne seras pas sous la terre, nous n'arrêterons pas de nous battre pour la liberté. Et elle est repartie en prison pour 8 ans. Voilà ce qu'on appelle le courage aujourd'hui. Et pardon, voilà, si j'ai la voix qui part un peu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais qu'on soit digne. Et là, je le dis en tant que Française, je voudrais que nous soyons dignes de cette force-là, de ce courage-là, de ces femmes-là qui se battent et de ces hommes-là qui les ont rejointes, qui se battent pour la liberté. Et la liberté n'a pas de passeport, la liberté n'a pas de nationalité, la liberté, elle est universelle. Ce qui les concerne, nous concerne. Et demain, si nous avons un problème, elles seront là aussi, ils seront là aussi. Donc je voudrais, puisqu'on parle de mixité, dire à quel point cette mixité a été un révélateur, un véritable miracle dans cette révolution, que les réseaux sociaux ont été extraordinaires, que le fait que les femmes et les hommes se soient donné la main et qu'ils soient partis ensemble pour faire face à tant d'horreurs et qu'ils continuent surtout, et que cette terreur-là ne fonctionne plus pour les arrêter. Voilà, je trouve que, j'espère que voilà, on sera nous aussi, on pourra relayer l'info, être ensemble, nous montrer présents, surtout ne jamais tendre la main à la barbarie, ne jamais tendre la main au terrorisme. On n'a jamais dans l'histoire, ça n'a réussi à personne d'imaginer que le terroriste serait à un moment un peu affectueux, tendre et sympathique. Ça n'existe pas. Voilà. Merci Sarah. Si tu en es d'accord, j'aimerais bien qu'on aille sur le thème de l'éducation, parce qu'en fait, je pense qu'on sait tous que le peuple iranien est fortement éduqué. L'école d'ailleurs est obligatoire pour tous, et parmi les étudiants, il y a plus de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, on sait tous que la première femme qui a eu la médaille Fields est une Iranienne, Mariam Mirzaghani, en 2014. Il y en a une deuxième, une ukrainienne depuis. Donc est-ce qu'il faut y voir aussi quelque chose par rapport au peuple voilà. Mais l'éducation est importante. Aujourd'hui, on a des chiffres qui nous reviennent du régime iranien, et en préparant cette interview, tu me disais, oh là là, les chiffres qui viennent du régime, surtout, il y a à prendre et à laisser. En tout cas, il est aujourd'hui admis que des jeunes filles sont empoisonnées
alors qu'elles sont toutes au lycée ou en études universitaires. Et pourquoi ces agissements? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette éducation? D'abord, l'éducation a toujours été la bataille perdue de la révolution islamique sur les femmes en Iran. Dès le départ, les femmes n'ont jamais perdu ce combat-là face à ce régime barbare. Les femmes sont toujours allées à l'école et surtout, alors c'est con pour le régime islamique, mais comme tout était interdit, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas s'amuser, on a travaillé. Donc maintenant, les femmes sont très instruites, elles sont hautement éduquées effectivement. Et contrairement à l'Afghanistan qui malheureusement a perdu cette bataille-là et qui essaye de reprendre cette victoire-là sur l'ignorance et sur les talibans. C'est un synonyme d'ailleurs. Mais cette bataille-là n'a jamais été perdue chez les femmes iraniennes. Or, aujourd'hui, le régime constate que cette éducation-là représente un véritable danger pour le régime islamique. Une femme qui pense est un danger pour le régime islamique. Donc, ils sont en train d'essayer de voir comment ils pourraient dissuader les familles d'envoyer leurs filles à l'école, d'envoyer leurs filles au lycée, au collège, à l'université. Et même les gamines de 8-9 ans sont gazées, intoxiquées. Et ce qui est aberrant, c'est que dès que l'information circule, que, attention, telle école a été attaquée, il y a des malaises dans tel lycée, tel collège, les parents accourent pour venir chercher leurs filles, les sortir de l'école. Et il y a les policiers qui viennent et qui bloquent l'accès à l'école. Donc si ça ne vous rappelle pas les chambres à gaz, je ne sais pas quelle autre image on peut utiliser pour voir la barbarie dont ce régime fait preuve contre les femmes. Donc ils ont peur des femmes et pour ça ils sont capables de les exterminer. Merci Sarah. Peut-être un dernier mot, alors tu l'as pas mal abordé lors du début de ton intervention sur aujourd'hui, si tu as un conseil à nous donner, alors nous en tant que salariés d'entreprise et donc d'entreprise, mais aussi en tant que citoyens, comment concrètement on peut aider ce mouvement? Qu'est-ce qu'il est important pour nous de faire? Quel conseil tu as à nous donner? Alors bien sûr, et c'est la question la plus saine, parce que les gens ils disent ah oui, mais alors à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la chose la plus bienveillante et la plus saine qui se pose comme question. La réponse est simple, il faut partager l'information. Il faut partager l'information parce qu'en tant que journaliste, on nous l'apprend dès la première année, une information chasse l'autre. Donc à partir du moment où on arrête de parler de la révolution iranienne, elle disparaît. Elle disparaît des réseaux, elle disparaît de l'œil, de l'oreille, des cœurs, de l'âme. Et c'est ça, le combat que nous avons aujourd'hui, nous, Iraniens de l'extérieur, c'est de faire en sorte de partager l'information et de demander à tout notre entourage, à nos familles, à nos amis, à nos collègues, de partager à leur tour et de ne pas cesser de partager ces informations-là sur ce qui se passe en Iran, concrètement pour que cette information ne s'arrête pas, ne meure pas, que cette flamme ne s'éteigne pas de ce côté-là du monde, parce que c'est en maintenant cette information vivante, en maintenant cette information actuelle, que aussi les décideurs, que ce soit les décideurs économiques, que ce soit les décideurs politiques, vont se dire, mais alors donc ce n'est pas fini, on a peut-être encore d'autres décisions à prendre et peut-être voilà, de meilleures décisions que tendre la main à des terroristes. Donc partager l'information, les relayer sur les réseaux sociaux, comme l'a dit l'actrice Zahar Ebrahimi il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Détestez-les. Détestez le régime islamique, haïssez-les, ne concevez pas ce régime comme un gouvernement. Comprenez bien que c'est une bande de terroristes, de barbares, de tueurs en série qui ont pris en otage un pays et un peuple et on ne peut pas faire affaire, on ne peut pas tendre la main, serrer la main, trouver des moyens détournés, contournés pour continuer à les maintenir au pouvoir.
Enfin, je dirais la chose la plus importante pour moi, puisque c'est le mot qui ressort le plus depuis des années-lumière maintenant, c'est le dossier nucléaire. Il faut savoir que c'est la chose la plus idiote que nous puissions entendre. Le nucléaire est un faux problème, parce que quand on vous dit « Ah oui, mais on ne peut pas agir parce qu'il y a le dossier nucléaire », pardon, le nucléaire existe depuis 65 ans. Il y a 130 000 armes nucléaires qui existent dans le monde. Ça a été utilisé 2 fois, Hiroshima, Nagasaki, par les États-Unis, il y a très longtemps. Donc ni la Russie, ni Israël, ni le Pakistan, ni la Corée du Nord, personne. Et en plus, si tant est que ça puisse être dangereux aux mains des terroristes, il se trouve qu'on est en train de se débarrasser des terroristes. Donc demain, s'il n'y a plus de terroristes et que ça devient un pays démocratique, on n'a plus peur du nucléaire. Voilà. Donc le nucléaire n'est pas un vrai dossier. On voudrait juste se débarrasser de ce régime islamique barbare qui tue, pille, viole tous les jours. Merci beaucoup, Sarah. Alors, avant de passer peut-être à quelques questions, on voulait vous proposer d'écouter l'hymne officieux de la contestation, hein, Une femme, vie, liberté, chanson de Shervin Hajipour qui s'appelle Baraï. Avant de le passer, tu vas pouvoir nous, si tu y arrives, parce qu'à chaque fois c'est très émouvant pour toi, nous lire les quelques paroles. Sachez que cette chanson a eu un prix aux Grammy Awards de la meilleure chanson pour un changement de société, et c'est Jill Biden qui a remis le prix en disant Baraï est un appel puissant et poétique à la liberté et aux droits des femmes. Je te propose de nous lire les paroles avant qu'on l'écoute, si tu y arrives. Alors, je voudrais simplement rappeler aussi que Shervin Hajipour a composé cette chanson et cette musique à partir de tweets d'Iraniens, puisque tout le monde se disait « Mais pourquoi faire une révolution ? Pourquoi une révolution ?» Et c'est les tweets des Iraniens qui disaient « Pour telle raison, telle raison, telle raison ». Et il a pris tous les tweets et il en a fait une chanson qui est devenue effectivement l'hymne de cette révolution des femmes. Je pense que c'est plus puissant que vous voyez les images sans la traduction, donc je vais vous dire la traduction d'abord et ensuite je vous laisserai écouter la musique si vous êtes d'accord. Donc à cette question-là, en chanson, il répond « Pour danser dans les ruelles, pour la peur en s'embrassant, pour ma sœur, pour ta sœur, pour nos sœurs, pour changer les esprits rouillés, pour la honte de la pauvreté, pour le regret de vivre une vie ordinaire, pour les enfants de la benne à ordures et leurs souhaits, pour cette économie dictatoriale, pour cet air pollué, pour Valias et ses arbres usés, pour Pirouz et la possibilité de son extinction, pour les chiens errants interdits innocents, pour les larmes imparables, pour la scène de répéter ce moment, pour les visages souriants, pour les étudiants et leurs avenirs, pour ce paysage forcé, pour ce paradis forcé, pardon, pour les étudiants d'élite emprisonnés, pour les enfants afghans, pour tous ces pour qui dépassent la répétition, pour tous ces slogans dénués de sens, pour l'effondrement des faux bâtiments, pour le sentiment de paix, pour le soleil après ces longues nuits, pour l'anxiété et les somnifères, pour les hommes, la patrie, la prospérité, pour la fille qui souhaitait devenir un garçon, pour les femmes, la vie, la liberté, pour la liberté, pour la liberté, pour la liberté. رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری
پس از شبای طولانی، برای قرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Je vous remercie. Merci pour elle, merci de m'avoir permis de vous parler un peu de cette situation et je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez pour que personne jamais ne soutienne ces barbares. Voilà. Et si vous avez des questions ou voilà, des réflexions ou des vannes ou quelque chose, vous pouvez y aller. On peut peut-être juste préciser aussi, Sarah me préciser que évidemment, il a été emprisonné après cette chanson et il a dû faire un démenti comme quoi il avait composé cet hymne pour la révolte. Oui, souvent, comme chaque personne un peu courageuse qui entreprend de faire quelque chose, une chanson, un acte héroïque. Je pense aussi à cette championne d'escalade qui avait enlevé son foulard pendant les Jeux et quand elle est arrivée à Téhéran, elle a été enlevée immédiatement. Elle, sa famille était déjà, ils avaient déjà emprisonné son frère. Ils l'ont obligée à venir dire que son foulard était tombé par erreur et qu'elle n'avait pas fait exprès. Shervin Hajipour a dû faire un démenti en disant que pas du tout cette chanson n'avait rien à voir avec la révolution. Or, ce qui est drôle, c'est que dans la vidéo où il est dans une voiture, en fait, où il dit que c'est pas du tout un choix pour soutenir la révolution, il y a un soldat qu'on voit dans le rétroviseur qui est juste assis derrière. Donc voilà. Donc tous ceux qui viennent vous dire pas du tout, je n'ai pas voulu dire ça, mon foulard est tombé par erreur, je ne voulais pas dire ça dans la chanson, je n'ai pas fait exprès d'aller dire liberté. Je pensais à la liberté tu vois, intellectuelle des Français. C'est faux. Voilà. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont partagés, et c'est aussi important, vous ne pouvez pas aller chercher partout vous-même, dégoter la bonne info et la différencier des fake news. Ce que je peux vous dire, c'est que des personnalités comme l'actrice Golshifteh Farahani, comme Marjane Satrapi, la réalisatrice, voilà, ce sont des personnes clés que vous pouvez suivre parce qu'elles font suivre les informations importantes, vérifiées, qui se passent en Iran. Donc si vous suivez leur compte, vous êtes sûr d'avoir les bonnes infos, bien sûr le mien aussi, mais elles ont plus de followers et elles sont plus suivies et vraiment, elles aussi, tout comme moi, tout comme tous les Iraniens d'origine et les gens qui se sentent concernés, bien sûr, on partage toujours ces informations-là. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, je souligne le fait que vous êtes particulièrement connecté avec cette salle, puisque justement, la question qui revenait souvent, c'est comment j'accède aux vraies informations et pas aux fake news. Donc, merci d'y avoir répondu. Moi, j'avais une question. Vous êtes aussi humoriste. Comment fait-on pour garder l'humour ? Je citerai cette phrase, j'espère que j'en serai digne, mais en tout cas de Romain Gary qui disait que l'humour est la preuve de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive.
Donc je pense que dans toutes les grandes tragédies et dans les moments les plus terribles, l'humour c'est ce qui sauve. Et puis on n'est pas obligé d'être sur le rire bête. On peut aussi avoir un rire qui fait réfléchir. Et donc je trouve que voilà, c'est ce qui nous sauve. C'est une façon de voir les choses en itinéraire bis de l'actualité. De se dire que de prendre parfois les choses avec humour, ça ne veut pas dire les prendre à la légère. Ça veut dire de trouver un autre moyen de raconter les histoires à son auditoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, c'était en rapport avec votre parcours d'humoriste. Et en revenant sur le parcours de journaliste, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Est-ce que quand vous êtes arrivé à 10 ans, est-ce qu'à 15 ans, je sais pas, quelle a été l'étincelle ? Alors, d'abord, l'envie de parler français. Ça, c'était le premier truc, parce que quand vous arrivez dans un pays que vous êtes déjà de nature bavarde, mais que vous n'avez absolument aucun mot pour vous exprimer, d'abord, il y a un truc fantastique, c'est qu'on apprend à regarder les gens. Donc, les expressions physiques sont les premiers liens vers l'autre. On regarde le visage, le sourire, un sourcil qui monte pour comprendre ce que la personne essaye de vous dire. Et puis après, on avance, on apprend les mots. Moi, je me souviens, j'avais le dictionnaire, le petit Robert à côté de mon lit. Et donc, je me disais, j'apprends 3 mots que j'essaye de caser dans une conversation dès le lendemain. Parfois, c'était un peu compliqué. Et voilà, j'ai fait ça pendant assez longtemps. Et puis, vraiment, le fait de réaliser très vite le pouvoir des mots. D'abord, quand on apprend, ce que je disais alors, quand on apprend une langue étrangère et qu'on est obligé de l'apprendre parce que c'est le pays qui nous accueille, la langue est une musique. D'abord, on apprend la musicalité d'une langue avant d'en comprendre le sens. Et donc, évidemment, le français, c'était génial parce qu'on regardait, il y avait les débats à la télé, donc il y avait les gens qui montaient les épaules. Ah non, écoutez, je suis pas sûr, comme ça. En fait, j'ai appris ça avant les mots. Et après, c'est vrai que, et je l'explique dans le spectacle, il y avait, à l'époque, il y avait les sketchs de Muriel Robin qui passaient à la télé. Et je ne comprenais absolument pas le français. Je ne savais pas ce que c'était une humoriste. Je ne comprenais pas ce que c'était la scène, le spectacle, etc. Mais sans comprendre ce qu'elle disait, je comprenais qu'elle avait de l'aplomb. Et je voyais que quand elle parlait, personne ne parle. Les gens ont même l'air d'apprécier. Donc, je pensais que c'était une façon de parler français. Et donc, sans le faire exprès, pendant 2 ans, j'ai parlé avec la voix de Muriel Robin, en pensant que c'était comme ça qu'il fallait parler pour bien parler français. Et donc, sans le faire exprès, vraiment, vous voyez. Et en fait, ça marchait, parce que quand vous parlez pas français, que vous êtes un peu différente, on vous embête un peu à l'école. Ah, regarde, elle parle pas bien français et tout. Et en fait, j'avais compris qu'avec un son de Muriel Robin, tout s'arrêtait. Je disais, bien sûr, mais oui. Tu ne peux pas rebondir sur un bien sûr ou un mais oui, c'était fantastique. Et donc voilà, une fois qu'on commence en fait vraiment avec l'imitation, en essayant de choper les sons, après on comprend le sens avec les chansons d'amour. Et là, voilà, vous tombez sur Je l'aime à mourir, Mourir d'aimer, L'âne amour de Gainsbourg. Enfin, on se dit c'est ça alors le français, c'est dingue. Et donc on veut plus jamais le quitter et on veut l'utiliser pour communiquer avec l'autre et pour partager des histoires. Donc, ça répond à votre question. Merci. Nous non plus, on n'a pas envie de vous quitter. Merci. C'est vraiment un honneur. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci encore.